diagramme de Clapeyron. Ce diagramme de Clapeyron est vraiment à connaître puisqu'il est généralement demandé dans les écrits et les oraux. On vous demande de rappeler l'allure d'un diagramme de Clapeyron pour un mélange liquide-vapeur. Et donc j'avais dit qu'il y avait la zone du liquide, la zone du mélange et puis la zone de la vapeur sèche. Et puis ces deux courbes qui délimitent, donc la courbe d'ébullition et la courbe de rosée, eh bien, se rejoignent en un point qu'on appelle le point critique, avec ici en bleu l'isotherme critique, qui est à 647 Kelvin. Au-delà de cet isotherme, la notion de liquide et la notion de vapeur deviennent très difficilement définissables, pour une raison simple, c'est que la pression et la température sont tellement élevées que la densité du liquide et la densité du gaz deviennent assez comparables. Et c'est un mélange très bizarre, assez d'ailleurs turbulent, où on ne peut plus vraiment distinguer les zones qui correspondent à un liquide des zones qui correspondent à une vapeur. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ici dans cette vidéo, vous avez une vapeur, enfin comment ça s'appelle, un mélange liquide et vapeur de CO2 qui sont progressivement chauffés. On voit le niveau du liquide diminuer. Apparaît ici maintenant pour l'instant un mélange uniquement en fait de vapeur. Et puis à un moment, à force de chauffer, alors je vais un peu accélérer ici, eh bien, je vais laisser le temps que ça se passe, apparaît finalement cet état avec des zones de turbulence, des zones chaotiques qui empêchent finalement la possibilité de distinguer le liquide de la vapeur. On retiendra un dernier point, c'est que la pression du point A, la pression du point B sont les mêmes. Ça porte un nom, ça s'appelle la pression de vapeur saturante à la température de 373 Kelvin. La pression de vapeur saturante, c'est finalement la pression d'équilibre liquide-vapeur à une température donnée. Et donc, il y a autant de pression de vapeur saturante qu'il y a de température. L'eau bout à 100 degrés lorsqu'on est dans une pression atmosphérique. Mais par exemple, si je suis en montagne, eh bien, on peut tout à fait imaginer une eau qui bout à 70 degrés, puisque la pression est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, juste à titre culturel, la pression de vapeur saturante, c'est ce qui va permettre aussi de caractériser la volatilité d'un liquide. Généralement, les éthers, qui forment facilement une vapeur, on les sent généralement dans les TP de chimie, les éthers, et on le sent aussi d'ailleurs dans les hôpitaux, les éthers, ce sont des liquides dont la pression de vapeur saturante à température ambiante, mettons à 20 degrés, est finalement extrêmement élevée. Autrement dit, il faudrait les soumettre à une très forte pression pour qu'ils restent liquides, et donc ils se vaporisent assez facilement. Alors, ici, je vous donne en fait dans cette figure un diagramme de Clapeyron un peu plus complet, que j'ai calculé numériquement, où on a en abscisse alors le volume massique fois 10-3, alors attention, c'est le volume massique en 10-3 fois mètre cube. Donc par exemple, ça veut dire qu'ici, le 2 ici, ça veut dire 2 10-3 mètres cubes par kilogramme. C'est le diagramme de Clapeyron pour l'eau liquide, pour l'eau. Alors ici avec la zone de l'eau, la zone de saturation, la zone de vapeur sèche, en dessous de l'isotherme critique qui est ici. Voilà. Alors ici j'ai mis beaucoup d'isothermes avec un pas de 30 Kelvin. Donc quand on va de 440 à 830, vous pouvez zoomer, ça marche assez bien, donc 440, 470, 500 et ainsi de suite. Ensuite, j'ai mis la courbe ici d'ébullition. À droite, la courbe de rosée. Et puis, alors, les lignes au milieu, on va voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle les isotitres. Et alors, voilà, donc c'est ça que ça ressemble en fait à un diagramme de Clapeyron un peu plus complet. Donc ça, je l'ai dit, ok.
Hypercritique, supercritique, ok. Titre massique en vapeur. Alors justement, lorsqu'on va être dans la zone de mélange, on va devoir caractériser eh bien, le pourcentage massique qu'il y a de liquide et de vapeur. Alors on va dire un truc assez bête, c'est que lorsqu'on est dans une zone de mélange, eh bien, on va dire que la masse totale du mélange, c'est la masse de vapeur plus la masse de liquide. Ça semble assez logique, hein, c'est l'extensivité de la masse. De la même manière, le volume est extensif, c'est-à-dire que le volume total, c'est le volume occupé par la vapeur plus le volume occupé par le liquide. On va définir tout de suite les volumes massiques en disant que le volume massique du mélange petit v, eh bien, c'est le volume grand V divisé par m. Et on peut dire la même chose pour la zone du liquide et la zone de la vapeur. Si on mélange tout ça, on obtient donc qu'on peut définir xvap, ou x parfois plus simplement, qui est le titre massique en vapeur, qui est le rapport entre la masse de vapeur sur la masse totale. Dans ce cas-là, si on bidouille un peu, on constate qu'on peut d'ailleurs définir de la même manière le titre massique en liquide, et le volume de massique du point M, donc par exemple le volume massique de ce point-là, ça va être une combinaison finalement linéaire du volume massique de la vapeur sèche et du volume massique du liquide seul, avec xvap et 1 moins xvap. Alors si sur ce diagramme très simplifié ici, je dis que le point A possède un volume massique qui vaut le volume massique du liquide, le point B, c'est le volume massique de la vapeur pour cette température-là, petit v, c'est le volume massique du mélange, et on constate très simplement que le titre massique en vapeur, si on bidouille un peu tout ça, ça fait V moins V liquide sur V vap moins V liquide. C'est-à-dire, grosso modo, la distance AM sur le schéma divisé par la distance AB, pour peu bien sûr que l'échelle soit linéaire. Ça ne marche pas dans une échelle logarithmique, attention. Hein. Et ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle le théorème des moments chimiques. Alors ça veut simplement dire que si on définit de la même manière X liquide, qui est le titre massique en liquide, bah on constate que X liquide fois la distance AM vaut X vap fois la distance BM. Ça se démontre très simplement. Et alors on parle du théorème des moments chimiques parce que c'est un peu comme l'équilibre d'une balançoire avec deux forces qui seraient X liquide et X vapeur. Mais donc c'est intéressant, c'est-à-dire que globalement, sur une échelle linéaire, eh ben, je peux mesurer X vapeur en mesurant la taille de ce segment-là sur la taille de ce segment-là. Et puis bah, après, je peux représenter l'ensemble des points qui correspondent à une même valeur du titre. Et donc ici, c'est des courbes en tirés. C'est ce qu'on appelle les isotitres. Donc ici, vous avez l'isotitre 0, c'est-à-dire le liquide pur. L'isotitre 0,1, 10% de vapeur, 90% de liquide, et ainsi de suite. Alors vous voyez, je l'ai marqué ici, hein, 0,02, hein, donc ça fait 0,02, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Et puis la dernière, qui est la courbe de Rosé, c'est l'isotitre 1, c'est-à-dire 100% de vapeur. Courbe de changement d'état. Nous avons étudié la pression en fonction eh bien, du volume massique. On peut regarder ce qui se passe aussi dans un espace qui est pression en fonction de température. Alors faire ça, c'est faire ce qu'on appelle le diagramme des phases. Alors si on se place, si on représente les états possibles en fonction de la pression et de la température, ben on constate que ça ressemble généralement à ce truc-là. En disant que à forte pression et faible température, j'ai plutôt un solide. À forte température et faible pression, j'ai plutôt une vapeur. Et entre les deux, j'ai le liquide. Cette première courbe, ben c'est la courbe qui assure la transition entre le liquide, enfin le solide et la vapeur. C'est ce qu'on appelle la courbe de sublimation. Cette courbe ici, là, c'est bien sûr la courbe de fusion, si on va dans ce sens-là, ou la courbe de solidification, si on va dans l'autre sens. Et puis cette courbe entre le point T et le point C, c'est la courbe soit de vaporisation, si on va dans ce sens-là, et si on remonte, eh bien c'est la courbe de liquéfaction. Et il apparaît bien le point triple, qui est l'état qui correspond au mélange en équilibre de solide, liquide et vapeur. Et puis, donc la pression du point triple, la température du point triple, elle est unique pour chaque corps pur. Et puis ici, le point critique, qui est finalement le point maximal à partir duquel on ne peut plus distinguer dans cette zone-là eh bien, le liquide de la vapeur. La courbe ici, la courbe là est infinie. Hein.
Alors ça, c'est le cas classique. C'est le cas que vous rencontrez dans la majorité des cas. La majorité des cas. Alors, c'est pas le cas qui va. Enfin, ce cas-là, donc c'est le cas classique, pardonnez-moi. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il y a un autre cas qui est assez connu, qui est le cas de l'eau. Dans le cas de l'eau, vous voyez que la courbe de fusion a une pente négative. Alors, ça a une importance assez connue, c'est que c'est lié simplement au fait que l'eau liquide présente une anomalie, c'est que c'est un des seuls corps purs pour lequel le solide est moins dense que l'eau liquide. C'est-à-dire que c'est très bizarre. Généralement, le solide est plus dense, a une plus forte masse volumique que le liquide. Et là, en fait, il se trouve que c'est l'inverse. Dans le cas de l'eau, eh bien, le solide est moins dense que l'eau. Et en fait, c'est ce qui explique cette pente-là. Alors, ça va avoir une conséquence dans quelques instants. Hein, c'est la question du givre, ici. La question du givre. Oui, la question oui, c'est ça. Non, la question du... c'est autre chose. Je poursuis. Courbe d'analyse thermique. Supposons que je fasse un chauffage régulier et isobare d'un corps pur, au départ solide. Et que ce corps pur, je vais essayer d'étudier l'évolution de sa température. Alors comme ce corps est solide, je vais dire que dans ce cas-là, étudier la variation d'enthalpie ou étudier la variation de l'énergie interne, c'est la même chose, et c'est CDT. Alors de manière générale, lorsqu'on étudie une transformation qui est isobare, eh bien l'étude de la variation d'enthalpie est directement liée à l'étude du transfert thermique. On l'avait vu en fait au premier principe. C'était justement comme en fait H va contenir les termes en PV, en fait ça permet de ne pas tenir compte des travaux des pressions, des travaux des forces pressantes. Et donc dans ce cas-là, si on étudie la variation temporelle de l'enthalpie, c'est la puissance thermique apportée de manière régulière qui va être constante. Et donc, si on chauffe ce solide, on constate qu'il peut y arriver deux choses. Première situation, on part dans le cas où la pression du solide et la pression que l'on impose est inférieure à la pression du point triple. Autrement dit, on va tracer une courbe horizontale qui est ici, en dessous de celle du point triple. Et dans ce cas-là, on a uniquement une sublimation. Et donc vous allez d'abord chauffer le solide, avoir le palier de sublimation, et puis chauffer la vapeur. L'idée que ici la température augmente, c'est simplement parce que bien que vous ayez bloqué la pression, la variance vaut 2, et donc la température peut varier. Ici, comme on est dans un mélange solide-vapeur, la variance vaut 1, vous avez déjà bloqué la pression, et donc la température est bloquée. Vous avez ce qu'on appelle le palier de sublimation, à la température de sublimation. Si maintenant la pression est plus élevée, on va avoir solide, puis liquide, puis vapeur, et donc on va avoir échauffement du solide, palier de fusion, échauffement du liquide, palier de vaporisation, échauffement du liquide. Coquille pourrie, échauffement de la vapeur. Échauffement de la vapeur. Alors, comme je l'ai dit, le diagramme de l'eau est un peu particulier ici, parce que justement il y a une anomalie qui est liée à la différence en fait entre le volume massique de l'eau liquide et le volume massique, on va dire, de l'eau solide. On poursuit. Alors, je vais faire une étape en fait qui est essentiellement descriptive, qui est ce qu'on appelle le cas des retards au changement d'état. Alors, des retards au changement d'état, vous en avez déjà vu. Alors, je vais expliquer de cette manière. Un premier retard au changement d'état, c'est ce qu'on appelle la question de la surchauffe. Alors, on imagine par exemple qu'on a un diagramme de Clapeyron comme ça. On part d'un état qui est un état liquide, et on imagine qu'on chauffe très doucement, que l'on détende, pardonnez-moi, très doucement, le liquide. Ce qui peut se passer, c'est que l'on peut traverser la courbe d'ébullition sans voir apparaître la vapeur. Et on arrive au point A, qui est un point liquide, donc qui est un liquide pur, à une température supérieure à la température de fusion normale,
de fusion, d'ébullition, pardonnez-moi, et à une pression qui est finalement inférieure à la pression de vapeur saturante. Alors, cette surchauffe, vous l'avez déjà vu dans le cadre des TP de chimie, lorsque dans un TP de chimie, vous ne mettiez pas de pierre ponce. Lorsque vous ne mettez pas de pierre ponce, vous pouvez chauffer votre liquide et vous pouvez avoir en fait ce qu'on appelle une ébullition tumultueuse, c'est-à-dire que vous avez chauffé votre liquide et vous n'avez pas permis la formation de bulles de vapeur. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir d'abord un état surchauffé. Cet état surchauffé est un état liquide et qui est très instable. En fait, on dit qu'il est plutôt en fait métastable, c'est-à-dire qu'il n'est pas très stable. Et donc, globalement, lorsque la vaporisation va se faire, elle va être très violente. Alors, ce qu'on appelle une surchauffe, c'est ça. Donc de l'eau surchauffée dans un micro-ondes, et il suffit de mettre une cuillère pour que l'eau se vaporise. Donc l'idée est celle-ci, un liquide surchauffé, c'est un liquide qui est à une température soit supérieure à sa température d'ébullition normale, soit à une pression inférieure à la pression d'équilibre liquide-vapeur, et qui reste liquide. Et parce que vous n'avez pas permis la formation des bulles de vapeur. Alors, une façon de permettre la formation des bulles de vapeur, alors c'est un problème qui est très complexe, mais c'est l'idée de dire que les bulles de vapeur vont généralement se former dans des surfaces qui présentent des aspérités. Et donc, si vous mettez de la pierre ponce, qui est une pierre poreuse, elle va favoriser la formation des bulles de vapeur et permettre l'ébullition. On peut de la même manière imaginer le processus de surfusion, qui est une eau, donc on imagine de l'eau surfondue. Alors de l'eau surfondue, c'est une eau qui est liquide à une température qui est inférieure à la température de solidification ou la température de fusion, c'est la même chose. Alors ça ressemble à peu près à ça. On a refroidi très lentement, on va dire, de l'eau, et cette eau est toujours liquide. Mais il suffit d'injecter un petit glaçon pour que l'ensemble se solidifie. Alors on peut aussi représenter ça ici, alors à 15 secondes. C'est de l'eau liquide qui, au moindre choc, va se solidifier. Je n'en dirai pas plus puisque vous n'avez pas à en savoir plus. Il y a juste un exercice qu'on va faire ensemble en colle, dans une des colles que je vous donne, qui est un exercice classique sur la surfusion, que je vous demanderai de faire, mais sinon on n'en aura pas plus. Alors depuis le début, je n'ai fait que de la description. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de donner maintenant des valeurs énergétiques associées à ces changements d'état. Et donc, je peux essayer de donner ce qu'on appelle la chaleur latente. Définition à connaître. Si on travaille à une pression fixée, eh bien, on sait que le changement d'état se fait à température constante. C'est la question de la variance. Et on dit que le transfert thermique ne modifie pas la température, mais modifie l'état. Et l'énergie associée, ça s'appelle la chaleur latente massique ou l'enthalpie massique de changement d'état. Et on définit que si on passe d'un état 1 à un état 2, eh bien la chaleur latente de changement d'état, c'est la variation de l'enthalpie massique pour ce corps. De la même manière, résultat admis, la variation d'entropie associée à cette transition, eh bien c'est la chaleur latente divisée par la température de la transition. Alors on peut définir un certain nombre de chaleurs latentes. On peut définir la chaleur latente de vaporisation, qui est la différence entre l'enthalpie de la vapeur et l'enthalpie du liquide pur. De la même manière, on pourrait définir l'entropie de vaporisation. On pourrait définir la chaleur latente de fusion, la chaleur latente de sublimation. Ces trois chaleurs latentes sont positives. Autre façon de dire les choses, et ça vous devez le retenir, la vaporisation, la fusion et la sublimation, eh bien, si j'étais un chimiste, je dirais que ce sont des transformations qui sont endothermiques. C'est-à-dire que vous devez fournir de l'énergie au système pour qu'il se sublime, pour qu'il fonde
ou pour qu'il se vaporise. Autre remarque, la chaleur latente de, par exemple, liquéfaction, ça va être l'enthalpie du liquide moins l'enthalpie de la vapeur, et donc ça va être l'opposé de la chaleur latente de vaporisation. Donc la chaleur latente de liquéfaction est l'opposé de la chaleur latente de vaporisation. La chaleur latente de solidification est l'opposé de la chaleur latente de fusion. Et donc, bien évidemment, la chaleur latente de solidification est négative. Ça veut donc dire que la solidification est une transformation que les chimistes appelleraient exothermique. Autrement dit, quand un liquide se solidifie, il libère de l'énergie. En fait, il libère le surplus d'énergie. Retenez simplement aussi une autre chose, c'est que l'ordre de grandeur des chaleurs latentes est assez élevé. C'est-à-dire que c'est plutôt de l'ordre de plusieurs milliers de kilojoules par kilogramme. Ce qu'on peut démontrer, c'est que ça coûte beaucoup plus d'énergie à faire le changement d'état que finalement de faire l'augmentation de la température. Donc par exemple, on verra dans un exercice que lorsqu'on étudiera ces paliers, eh bien, l'étape d'échauffement est plus courte que l'étape de fusion, et que l'étape de l'échauffement de liquide est plus courte que l'étape de vaporisation. Alors ici, avec une belle coquille, hein, H égale U. Donc page 10. Page 10. Alors, je poursuis. Énergie interne et fonction d'état d'un mélange diphasé. Eh bien, ce qu'on va simplement dire, c'est que, alors, il y a beaucoup de coquilles. Hein, ici, c'est S. Donc page 10 et page 11. Alors, je n'avais pas vérifié. Alors, on va simplement dire que le raisonnement que l'on avait fait sur le volume peut s'étendre bien évidemment sur l'enthalpie ou sur l'entropie ou sur l'énergie interne. Autrement dit, lorsqu'on a un mélange avec un certain titre de vapeur, eh bien l'enthalpie de ce mélange, ça va être X vap H vap plus X liquide H liquide, c'est-à-dire X vap plus H vap, pardonnez-moi, plus 1 moins X vap H liquide. Donc c'est la même chose que la formule qu'on avait établie pour le volume précédemment. Alors je crois qu'on l'avait établi quelque part là. Voilà, c'est celle-là. Je vais bientôt finir. On va juste faire un point sur la question de la calorimétrie. On appelle en physique ou en chimie calorimétrie l'étude des transferts thermiques. Alors un calorimètre, c'est simplement un système qui est isolé de l'extérieur présentant un thermomètre. Et on va simplement dire que si le système est globalement isolé, eh bien, la variation d'enthalpie globale vaut 0, puisque la variation d'enthalpie, lorsque finalement on est dans un cas monobar ou isobar, mesure le transfert thermique. C'est ce qu'on avait démontré avec le premier principe. Et donc delta H égale Q égale 0. Mais le delta H dont on parle, bien évidemment, c'est le delta H total, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur du système, plus éventuellement, attention, la paroi du calorimètre. Et donc on va dire simplement qu'une expérience assez simple, c'est de dire qui est la méthode des mélanges. On chauffe un solide de masse M, de capacité massique C, on le plonge dans le calorimètre, et on attend. Alors on le plonge dans un liquide, ce liquide présente une capacité C liquide, eh bien on peut essayer de déterminer la température, soit la température d'équilibre, soit on la mesure, soit on peut déterminer grâce à ça la capacité du solide. Je vous laisserai lire, hein, c'est très facile. Alors il suffit de dire simplement que delta H total est égal à 0, et le delta H total, c'est le delta H du calorimètre, plus le delta H du liquide, plus le delta H du solide. On peut aussi imaginer maintenant que l'on a une résistance thermique à l'intérieur finalement de ce système, qui va permettre de chauffer. Alors j'ai pas mis de photo, c'est pas très grave. On peut imaginer en fait que l'on chauffe l'ensemble avec une résistance thermique, voilà. Et on peut se dire, justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chauffe? Alors si on chauffe, cette fois-ci, on apporte de l'énergie, et cette énergie, ça dépend de la durée de chauffe, et c'est en RI carré delta T. Enfin, dernier point, je vous laisserai lire tout ça, hein, parce que c'est pas très compliqué à écrire. Dernier point, je vous donne un exercice à faire, je vous laisse y réfléchir, qui est de dire, je prends un calorimètre,
dont je connais les caractéristiques, et je regarde quelle est la masse que je dois insérer pour que l'état final soit liquide, soit totalement solide à la fin. Alors je laisse lire l'exercice, et si j'ai le temps, j'écrirai en fait un corrigé. Je vous remercie. Si l'on doit retenir un certain nombre de choses, essayez de réfléchir à ces histoires du diagramme de Clapeyron pour le mélange liquide-vapeur. Essayez de réfléchir à la notion de chaleur latente. Et puis enfin, essayez de réfléchir à cette histoire de titre massique en vapeur qui est assez importante. Je vous remercie. Au revoir.